Mesdames et messieurs, bienvenue. Face à face, un nouveau numéro. Nous parlons santé exclusivement. Vous avez suivi le message à la nation du président hier. Il s'est adressé à la nation. C'était un message assez extraordinaire dans la mesure où ce n'était pas prévu. Mais bon, les conditions, les urgences, les exigences de l'heure ont fait que le président puisse parler. Alors, on va peut-être retenir un petit retard de 2 heures par rapport à l'heure annoncée. Le message, comment vous l'avez compris? Moi, j'ai essayé de faire une analyse sur là-dessus, j'ai fait des décryptages, mais j'ai voulu associer un autre candidat, président de la République, en tant que candidat président de la République, dans la peau d'un président de la République. Comment on se sent quand le pays est secoué par une menace, une menace sanitaire, on va dire internationale. Et je reçois pour ça le docteur Tiani, qui est ancien candidat au présidentiel. Et vous le savez très bien, c'est l'auteur du plan Marshall. C'est un plan qui a été recopié par plusieurs candidats aussi. Il faut le dire, il a évolué dans les institutions internationales. C'est quelqu'un de très réputé. Aujourd'hui, on est avec lui. Monsieur Tiani, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte très très bien, sauf le corona qui menace donc le monde entier. Vous perdez la voix un peu. C'est pas des symptômes de corona. Non, pas du tout. Bien que j'ai été en Corée du Sud il y a un mois, je suis revenu, je suis en très bonne santé. La voix, c'est juste une question de température. Quand ça monte, ça descend, ma voix a tendance donc à disparaître. Quel est le lien entre le coronavirus et l'économie, par exemple? Parce que toute l'humanité semble s'effondrer sur la question. Les démocrates estiment que Trump est incompétent et qu'il a sous-estimé cette menace. Aujourd'hui, ils sont frappés. Et l'Europe parle de ça. La Chine parle de perte des milliards de dollars par rapport à cette épidémie. Et cette pandémie, qui était d'abord une épidémie, qui est devenue une pandémie. Quels sont les liens entre les crises sanitaires et l'économie mondiale? Au fait, la crise sanitaire, elle aura un impact très négatif sur l'économie. L'économie, pas d'un seul pays, mais l'économie donc du monde et de tous les pays, chacun des pays individuellement. C'est pour cela d'ailleurs que tous les pays en Occident, les États-Unis, le Japon, la France, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Donc chacun des pays a annoncé ce qu'on appelle un programme de redynamisation d'économie pour stimuler l'économie. Et c'est des programmes qui portent sur des milliards. Par exemple, les États-Unis ont annoncé un programme de 1 trilliard de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars, que les Américains d'ailleurs considèrent que ce n'est pas assez pour arriver à remettre l'économie sur la bonne voie. L'Union européenne, 1,5 trilliard de dollars, donc 1500 milliards de dollars. La Grande-Bretagne, 400 milliards de dollars. Donc chacun des pays annonce des gros programmes pour arriver à redynamiser donc l'économie. Et c'est ça que je pense les pays africains, et en particulier la RDC, devra réfléchir 2 fois. Parce qu'on a des très bonnes mesures pour contrer le virus. Mais après le virus, il faut que les gens puissent manger. Il faut que l'économie puisse fonctionner. Il faut que les gens puissent avoir du travail. Et tel que les choses sont parties, beaucoup d'entreprises vont fermer. Le chômage va augmenter, la misère de la population sera totale. Donc il faut trouver des voies et moyens et des mesures économiques pour accompagner ce qu'on a annoncé hier comme étant des mesures pour contrer la propagation donc, de ce virus. Quelle pression on a quand on est président de la République dans ces contextes? Je pense on sent la responsabilité de 100 millions de Congolais que nous sommes sur ses épaules. Il faut arriver à sauver les vies humaines, empêcher qu'il y ait un seul Congolais qui meure à cause d'une imprudence dans la société ou d'une imprudence d'une politique publique. Donc c'est une grosse responsabilité. Et d'ailleurs, c'est là qu'on montre ce que j'appelle donc le sens du leadership. Un leader doit pouvoir s'assumer et surtout en cas de crise, ne pas paniquer, trouver des solutions, rassurer tout le monde pour que chacun puisse travailler dans le sens donc de trouver des solutions durables pour le pays. Est-ce que le pays était préparé à faire face à cette pandémie imprévisible? Non, je pense qu'aucun pays du monde n'était préparé à cette pandémie. Elle surprend le monde. Il n'y a que certains pays qui connaissent d'où ça vient et qui semblent d'ailleurs pouvoir s'agiter beaucoup plus que nous qui ne savions absolument donc rien. Mais je pense que la RDC n'était pas du tout préparée. Et je voudrais maintenant souligner pour la RDC le fait qu'on n'était pas préparé. D'ailleurs, depuis des centaines d'années, depuis des décennies, on n'a pas été préparé. Par exemple, lorsque Joseph Kabila partait de la présidence de la République, ils ont fait beaucoup de bruit, lui et son groupe,
pour dire qu'ils ont laissé le pays dans un état de gouvernabilité totale. Je cote, c'est les mots utilisés par le porte-parole de la majorité présidentielle, M. André Alain Atoundou. Et j'avais démontré donc à M. Alain André Atoundou que cela n'était pas le cas. Ils nous ont laissé les caisses de l'État vides et avec les caisses de l'État que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce pays est gouvernable. Ils ont parlé des milliards de dollars. Ils ont parlé de 1,2 milliard de dollars que Joseph Kabila avait laissé dans les caisses de la Banque centrale comme étant des réserves d'échange. Imaginez maintenant, avec 1 milliard de dollars, nous sommes 100 millions de Congolais. En cas de crise maintenant, aux États-Unis, le gouvernement américain est en train d'envoyer des chèques à chacun des Américains. 1 000 dollars. 1 000 dollars par personne. Alors, ici, chez nous, si on avait à prendre les 1 milliard de dollars, à envoyer un chèque à 100 millions de Congolais que nous sommes aujourd'hui approximativement, on enverrait donc 10 dollars par personne. 10 dollars par personne, ça peut servir à quoi? Même pas acheter un café, un repas à midi. Donc, en une journée, on est en situation donc, de crise, on ne peut plus survivre. Donc, notre pays n'a pas de caisse de l'État remplie d'argent capable de permettre à notre pays de pouvoir, à notre population, de subsister pendant quelques jours pour faire face à ce genre de défis ici. Donc, nous n'avons pas été préparés depuis très longtemps et le régime antérieur a laissé le pays donc dans un état d'ingouvernabilité totale. Quelle est la crise sanitaire que le Congo a déjà maîtrisée très rapidement depuis l'histoire du... La plus récente que nous connaissions ou pendant que je suis déjà conscient d'un certain nombre de choses, c'est la crise d'Ebola. Oui, la crise d'Ebola. Ebola est parti, est revenu, je crois, 2 ou 3 fois. Et chaque fois que cette crise donc, a explosé, je voudrais saluer l'expertise des médecins congolais. Des médecins comme Dr Mouyembe, il a d'autres personnes qui l'ont accompagné. Ce sont des gens qui ont sauvé des vies humaines. Et je voudrais saluer cette expertise congolaise et j'espère qu'ils vont se distinguer pendant cette crise ici. Je souhaiterais que le médicament contre le coronavirus soit trouvé au Congo parce que nous avons l'habitude de pouvoir traiter ce genre de maladies. Donc, il y a eu cette crise-là d'Ebola, mais je pense qu'avant Ebola, il y avait aussi autre chose. Mais moi, dans la mémoire de ce qui peut me revenir à l'esprit, je pense simplement donc à Ebola qui était donc un cas récent. Est-ce que le système médical congolais est aussi efficace? Est-ce qu'il est aussi organisationnel? Est-ce qu'il est prévoyant? Est-ce qu'il est clairvoyant? Non, le système médical congolais est très défectueux. Il n'est pas à la hauteur. Et je voudrais d'ailleurs illustrer cela par un exemple concret que j'ai vécu. Le 31 décembre de cette année, je suis allé communier avec les malades de l'hôpital général de référence. Et je voulais juste voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes étaient soignés, ils vivaient. Et j'ai amené de la nourriture, on devait partager le repas avec les malades. Après avoir terminé le repas avec le malade, le médecin directeur m'a amené pour visiter la section pédiatrie. Là où les enfants sont nés. Oui, la pédiatrie. Oui, nous sommes allés là-bas et j'ai trouvé donc des jeunes mamans, à peu près une quarantaine, une cinquantaine, assises confortablement dans leurs chaises et chacune des mamans avec des bébés. Il y a même des mamans qui avaient des jumeaux. Et j'ai demandé, mais les enfants paraissaient en bonne santé et ils jouaient même. J'ai demandé, mais pourquoi vous êtes ici? Parce que les enfants paraissent déjà des grands messieurs ou des grandes dames déjà à l'hôpital. Ils me disent, mais papa, nous sommes ici depuis la naissance de ces enfants. Il y a des enfants de 8 mois, de 6 mois, de 7 mois jusqu'à quelques jours. Nous sommes ici parce que incapables de pouvoir payer les factures médicales après l'accouchement. Donc en prison, on va dire. On a pris les enfants et leurs mamans en otage. Mais moi, ça m'a tiqué. Nous sommes un pays, et ça c'est un hôpital public, c'est-à-dire qui appartient à l'État, mais qui appartient au peuple congolais. Notre constitution donc dit que les citoyens congolais naissent égaux. À la naissance, là, il y en a qui naissent et qui sont déjà des prisonniers donc d'un hôpital public. Moi, j'ai trouvé ça très grave. J'ai demandé à ce médecin de me faire l'inventaire de tout ce que ces femmes-là devaient à l'État, à cet hôpital. On m'a envoyé donc une lettre et j'étais surpris donc de voir le montant. C'était combien le total pour une quarantaine d'enfants, c'est 16 millions de francs congolais. 16 millions de francs congolais, c'est moins de 10 000 dollars. Et à cause de ça, on a pris 40 enfants congolais plus leur maman en otage. Pendant plus de 6 mois, oui. Pendant plus, et ils sont encore là jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai obtenu donc la facture. Hier, je suis allé, j'ai remis ça officiellement au gouvernement. J'ai remis ça dans les mains du ministre chargé des Affaires humanitaires, M. Steve Mbikai, que je salue au passage.
pour lui demander que son ministère qui s'occupe des affaires humanitaires ou qu'il coordonne avec ses collègues du ministère des Affaires sociales ou même qu'il présente ça au Conseil des ministres pour que le gouvernement congolais approuve officiellement la libération de ces Congolais qui sont pris donc en otage. Il m'a dit que ce n'était pas le seul cas, qu'il y avait d'autres cas dans d'autres hôpitaux publics. Donc je voudrais demander à la République démocratique du Congo, à notre gouvernement, de prendre une mesure pour pouvoir libérer tous les enfants congolais pris en otage dans les hôpitaux publics, non pas simplement à l'hôpital général de référence, mais dans tous les hôpitaux publics sur l'étendue du territoire national. Pourquoi pas trouver donc des solutions, même pour les enfants qui sont pris en otage dans les hôpitaux privés. Mais c'est un scandale, à la limite c'est un scandale. Mais c'est un scandale. J'ai dit au ministre, je lui ai dit, mais est-ce que vous réalisez ce que c'est? Si on avait des chaînes de télévision internationales qui débarquent ici, CNN ou bien TV5, c'est un scandale d'État. Ces chaînes de télévision étrangères vont dans nos hôpitaux et trouvent des enfants congolais pris en otage. C'est très grave. Donc, je voudrais demander au chef de l'État, s'il vous plaît, intervenez pour que ces enfants congolais soient libérés immédiatement. Très bien. Alors, c'est vrai. Donc, pour revenir à votre question, le système de santé, il est très mauvais. Parce qu'en sortant de cet hôpital-là, qu'est-ce que je constate? Je réalise que le mot hôpital général de référence, qui doit être la référence même de tous les hôpitaux en République démocratique du Congo, n'existe que de nom. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, la plomberie et les vieilles. Les infrastructures de base ne sont pas là, les médecins ne sont pas payés, les médicaments ne sont pas là. J'ai vu un jeune Congolais là-bas. Ce jeune Congolais âgé de 23 ans, il m'a dit qu'il est là depuis à peu près 6 mois. Il souffre de la tuberculose. C'est le diagnostic que lui, il m'a donné. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais à le voir, il est vraiment mourant. Il m'a dit depuis 6 mois, on ne lui donne pas de médicaments parce qu'il n'a pas d'argent. Je souhaiterais que nous puissions repenser le système de santé en République démocratique du Congo. Réhabiliter les hôpitaux donc existants comme l'hôpital général de référence. D'ailleurs, l'hôpital général de référence, on n'a pas besoin de le réhabiliter. Il faut le détruire et reconstruire un nouvel hôpital moderne. Faire la même chose, non pas simplement à Kinshasa avec les hôpitaux publics, mais sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les provinces donc, de la RDC. 2, il faudrait qu'on construise de nouveaux hôpitaux, en plus de la destruction et réhabilitation des hôpitaux existants. Qu'on construise donc de nouveaux hôpitaux en nombre suffisant pour que le nombre de malades par rapport, de la population par rapport aux hôpitaux, qu'on ait par exemple un hôpital pour chaque 1 million ou 2 millions de personnes. 3, il faut qu'on pense à la rémunération du personnel soignant, les médecins et les infirmiers. J'ai compris qu'il y a des distinctions, il y a des médecins à qui on donne un petit salaire et on leur ajoute ce qu'on appelle la prime de risque. Moi, je pense qu'il faut simplifier les choses. Vous donnez un bon salaire donc à tout le monde, et un salaire qui leur permette de vivre, vous supprimez les histoires donc des primes, et en ce moment-là, je pense que les gens peuvent se concentrer sur les efforts donc de soigner donc la population congolaise. Donc, moi, j'ai proposé un salaire minimum garanti d'au moins $1000 par personne. Ce $1000 pourra être augmenté en fonction de l'expérience professionnelle donc de chaque personne. Et il faut qu'on trouve des voies et moyens pour mobiliser de l'argent pour arriver à satisfaire à cette facture, non pas simplement pour les médecins, pour les enseignants, pour les professeurs, les policiers, pour tous les fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire national. Mais 3, je voudrais vraiment, de façon urgente, demander à notre gouvernement de mettre en place ce que j'appelle l'assurance maladie universelle. Ça fonctionne comment? Vous et moi, nous travaillons, nous cotisons à la fin de chaque mois 10% par exemple ou 5% de notre salaire dans une caisse d'assurance maladie universelle. S'il y a 1 million de personnes qui cotisent et qui ont cotisé chacune, par exemple, $10, donc à la fin de la journée, nous aurons 10 millions de dollars à la fin donc, du mois. Et en ce moment-là, on multiplie cela par 12 mois, on multiplie par le nombre de personnes qui travaillent sur l'ensemble du territoire national. Et on aura suffisamment d'argent pour couvrir les soins de chacun parce que tout le monde ne tombe pas malade au même moment. Si vous tombez malade aujourd'hui, moi je suis en bonne santé avec 10 autres personnes, nous contribuons pour vous faire soigner, ainsi de suite. Mais s'il y a un déficit, si ces contributions-là de tous les travailleurs ne sont pas suffisantes, en ce moment-là, l'État pourrait donner ce que j'appelle une allocation budgétaire pour suppléer au fonds contribué par chacun donc, des Congolais qui travaillent. C'est comme ça que les pays européens arrivent à permettre à leur population de vivre le plus longtemps possible. Faisons la même chose et nous allons voir que l'espérance de vie à la naissance qui est aujourd'hui en RDC entre 45 et 50 ans pourra être allongée à 83 ans, 84 ans, comme ça se passe donc en Europe ou bien en Asie. La grande question a toujours été comment trouver le moyen. Parce que proposer des salaires de $10 000, construire des hôpitaux, détruire des hôpitaux, le réfectionner et construire d'autres, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est comment trouver de l'argent. Quelles sont nos ressources propres d'abord et les moyens que l'on mettra en place pour avoir de l'argent?
Je pense que notre pays a beaucoup de difficultés, mais a aussi beaucoup de potentialités pour générer des ressources. Mais nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Vous savez, la gouvernance, le système de gouvernance, c'est ce système-là qui nous permet de pouvoir mobiliser donc l'argent et le mettre dans les caisses de l'État. Mais si l'argent qui est généré par le pays, à travers différents mécanismes, que ce soit la douane, que ce soit la fiscalité, donc les impôts, que ce soit les dividendes sur les entreprises du portefeuille et consorts, si tout cela est généré, mais n'entre pas dans les caisses de l'État, il y a un problème. Aujourd'hui, nous savons que le gros du problème de la RDC, c'est la gouvernance. Professeur Luzolo Bambi nous a dit que chaque année, la RDC perdait de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Et je suis sidéré de voir que nous ne faisons rien pour récupérer donc ces 10 milliards de dollars-là. Commençons par là. On aura déjà 10 milliards de dollars. Deuxième chose, le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud avait conduit une mission ici, avait conclu qu'à la fin de la journée, la RDC, 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans la caisse de l'État. Mais 85%, ça veut dire que notre budget ne représente que 15% de ce qui devait être. Faisons des efforts pour récupérer ces 85%, les mettre dans le budget. Si nous le faisons, vous allez trouver quoi? Que notre budget annuel s'élèverait à environ à 115 milliards de dollars. Et c'est possible, pourquoi? L'Angola à côté, un tout petit pays, avec très peu donc de ressources par rapport à nous. L'Angola a un budget beaucoup plus costaud par rapport au nôtre. Donc, nous devons être sérieux. C'est pour cela que quand on commence des choses telles que détournement de 15 millions de dollars ou de 200 millions de dollars et que nous ne faisons rien, nous devenons complices. Donc, nous devons poursuivre donc les corrompus, les détourneurs de fonds publics, les arrêter, les mettre devant la barre, les juger, les mettre en prison. Tout le monde aura peur et en ce moment-là, le Congo pourra dégager suffisamment de ressources pour financer ces programmes de développement. Que feriez-vous si vous étiez président aujourd'hui de la République et que votre directeur de cabinet est impliqué dans des histoires assez pas recommandables ou peu recommandables? Que feriez-vous si c'est votre frère, votre cousin ou vos amis des luttes, vos amis du parti avec qui vous avez évolué ailleurs, se retrouvent dans des accusations populaires ou sur la clameur publique? Que feriez-vous? Si je suis président de la République et qu'un Congolais, quel que soit qui il est, que ce soit un copain, un directeur de cabinet, un ministre ou n'importe qui, dans mon pays, est accusé donc de détournement de fonds publics, il y a toute une procédure qu'il faudra suivre. Il doit y avoir une pré-enquête. Mais dès que la pré-enquête établit qu'il y a eu des indices donc, de détournement, en ce moment-là, la personne doit d'abord quitter ses fonctions. Il est suspendu immédiatement. Maintenant, il y a une procédure de justice. Il doit s'expliquer devant la barre et ça doit être retransmis en direct à la télévision. Et une fois qu'on trouve qu'il est corrompu, il a été corrompu, il a détourné des fonds publics et que la justice se prononce, la justice indépendante lui donne une peine de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de prison. Il va aller en prison, je n'interviendrai pas. Même si c'est votre frère. Mais quand il va sortir, je dis bien chaque Congolais, tous les Congolais. Et il faut appliquer cette loi-là à tout le monde. Si vous commencez avec des exceptions, ça c'est mon copain, ça c'est mon directeur de cabinet, ça c'est ma copine, et ainsi de suite, là, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que le chef de l'État se lave les mains en disant, vous êtes tous égaux devant la loi, vous serez tous jugés de la même façon. Si vous mettez vos mains dans les caisses de l'État, voici ce qui va vous arriver. Je voudrais vous poser des questions directes, parce qu'il est difficile de vous avoir. Je profite de ce moment. Si quelque chose ne marche pas en RDC, s'il y a des faits de corruption, de détournement dans les affaires de 100 jours, dans les travaux de 100 jours et bien d'autres choses, qui l'on doit reprocher en premier? Est-ce le coordonnateur de ce travail, de ces travaux de 100 jours? Est-ce le directeur de cabinet du président de la République ou le président lui-même? Qui l'on doit effectivement reprocher si les choses n'évoluent pas dans un secteur ou dans un autre? Bon, il faut établir les responsabilités. Parce que si vous allez dans une banque et ça ne marche pas dans une banque, le président de la République n'est pas impliqué dans cette banque-là. Il faut regarder les directeurs généraux de la banque et toutes les responsabilités dans cette banque pour déterminer ce qu'ils ont fait et les mettre devant la barre. Si vous avez maintenant un contrat avec une compagnie Safricas qui doit construire donc un seau de mouton. Par exemple. Et ce contrat a été signé entre qui et qui? Si ça a été signé pas entre la présidence de la République et la compagnie Safricas, et on a décaissé l'argent sur ordre de la présidence de la République en faveur de la compagnie Safricas, et la compagnie n'a pas fait son travail, il faut blâmer les deux. Et Safricas et la présidence de la République qui n'a pas fait son travail pour arriver à mettre dans le contrat toutes les clauses
pour protéger les intérêts de La l'État, par présidence, exemple. c'est qui? Vous parlez de qui dans la présidence? Bon, je ne connais pas leur Parce qu'il est très organisation important d'en interne. parler. Je ne connais Aujourd'hui, pas. je voudrais entrer dans le fait. Oui. Aujourd'hui, les travaux de son jour battent de l'aile. Vous le savez, le saut de mouton, vous êtes très embêtés par ça, tous les Congolais d'ailleurs. On se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, qui est responsable de ce fait? On nous a mis des gens en prison, mais jusqu'aujourd'hui, le peuple semble demander autre chose. On dit, Oui. il faut qu'on aille plus loin, mais on n'avance pas. Alors, la question est de savoir qui l'on blâme là. Le laxisme du président, l'implication de son directeur de cabinet, la complicité du président, finalement, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de courageux pour nous dire, voici ce qui se passe, tel est fautif, tel ne l'est pas? J'aurais bien voulu connaître l'organisation de la présidence, qui fait quoi et qui est responsable de quoi pour arriver à répondre à cette question-là. Tout ce que moi je peux savoir et dire avec précision, c'est que le chef de l'État ne va pas négocier des contrats avec Safricas, ne donne pas des contrats avec Safricas. Le chef de l'État a délégué des responsabilités à ces gens. Est-ce qu'il a délégué cette responsabilité au directeur du cabinet? Il faut qu'on demande au directeur du cabinet de s'expliquer là-dessus devant la barre. S'il a donné à un coordonnateur qui n'est pas le directeur du cabinet ou un conseiller, il faut qu'on nous dise l'organisation de la présidence, qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Au niveau de la justice. Et voilà, au niveau de la justice, et qu'on arrive. Et c'est pour cela que je demande encore une fois de plus que arrêtez 3 ou 4 expatriés. Ce monsieur de Safricas, ce monsieur de la Robank, et puis quelqu'un d'autre. Donc, quelques étrangers, ça ne résout pas la question de la lutte contre la corruption. C'est qu'il nous faut se connaître toute la chaîne des bandits, des inciviques. Et cette chaîne commence par ceux qui sont arrêtés actuellement et ça peut remonter même très haut. Il faut qu'on arrive à connaître toute cette chaîne-là, qu'on les juge, mais qu'on les juge pas secrètement, publiquement, parce que le public a besoin de savoir qu'il s'agit des fonds publics qui ont été détournés. Qu'on les juge publiquement et qu'on pose des questions et devant la télévision, tout le monde, on va déterminer exactement qui parmi les Congolais est complice de ces étrangers et qui fait qu'on nous vole de l'argent qu'on pouvait utiliser pour construire des infrastructures qui seraient utiles à toute la population. Voyez-vous le nouveau président et la nouvelle administration travailler vraiment pour lutter contre la corruption, ou vous pensez qu'on fait les surplaces et que les vieilles méthodes d'enrichissement illicite, de la gabegie financière, de la jouissance, de l'irresponsabilité et de la disculpation sont toujours là? Jusqu'à présent, je dirais que le discours tenu par le chef de l'État, il est bon. C'est le discours donc de tout Congolais. Comme moi, je dis toujours qu'il faut lutter contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, contre les antivaleurs. Ça, c'est au niveau du discours. Maintenant, il faut passer de l'étape du discours à la réalité. La réalité, c'est lorsqu'on est confronté avec des vrais cas. Quand on vous dit que vous luttez contre la mauvaise gouvernance et la corruption, les détournements de fonds publics, et on vous présente un dossier où on a détourné 15 millions de dollars, en ce moment-là, il faut que les gens voient qu'effectivement, il y a eu des actions prises dans ce cadre-là. Je pense que c'est à ce niveau que les choses battent de l'aile encore, pour l'instant. Je peux comprendre pourquoi ça a pris du temps comme ça, parce que le système que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est le même système de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi n'a pas encore changé donc de système. Ils viennent de mettre en place quelques hauts magistrats dans notre système de justice, le président de la Cour de cassation, toutes les juridictions, les procureurs, et ainsi de suite là. Donc, on vient de les mettre en place. Nous avons besoin maintenant de voir que ces gens-là sont différents de leurs prédécesseurs. Tout le monde sait que l'ancien système était fait des gens qui étaient très corrompus. La Cour de cassation était dirigée par Jérôme Kitoko. C'était l'homme le plus corrompu donc, de la planète. Vous assumez vos propos? J'assume des propos. Je connais personnellement le type et ce qu'il a fait. Donc, dans des dossiers même qui m'impliquent moi, je sais bien qu'il était corrompu. Donc, aujourd'hui, on a remplacé donc, ces gens-là. Nous avons de nouvelles personnes. Il faut que ces gens... Les nouvelles personnes arrivent maintenant à remplacer aussi donc d'autres corrompus parce qu'il n'y avait pas que les têtes des juridictions qui étaient corrompues. Il y a des magistrats, il y a des gens à tous les niveaux. Il faut qu'on arrive donc à avoir de nouvelles personnes, une nouvelle équipe donc en place avec de nouvelles méthodes et nous allons voir si on applique maintenant la loi correctement. Est-ce que vous pensez que Fachi, le président de la République, il baigne dans l'impunité? Vous pensez? Bon, je ne dirais pas jusqu'à l'accuser de baigner dans l'impunité. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a trouvé un système et ce système est encore en place. Il doit se faire violence pour changer le système, changer les hommes à tous les niveaux. On commence à changer le système, comment en changer les hommes. Si vous gardez les mêmes hommes qui ont gardé ce pays en otage pendant 18 ans, ces gens-là n'ont pas de nouvelles méthodes. Nous sommes 100 millions de Congolais. On ne peut pas avoir donc des institutions qui sont gérées par les mêmes personnes pour toujours. Ils n'ont pas un droit sur les autres Congolais.
Dans les 100 millions de Congolais, il y a des gens qui n'ont jamais géré et qui ont la bonne volonté de pouvoir gérer, de participer à la gestion de la chose publique. Le rôle du chef de l'État, c'est de dénicher ces gens-là qui connaissent ce qu'ils font, qui ont de la compétence, la méritocratie, qui ont des valeurs morales et les mettre dans les institutions où ils peuvent faire la différence. Et en ce moment-là, on dira qu'il y a le nouveau système, le système Fachi, qui a remplacé le système Kabila. Mais pour l'instant, Fachi navigue sur le système Kabila et ce système Kabila ne va pas lui apporter donc des changements. Vous avez parlé tout à l'heure des banques et vous avez suivi l'affaire de la banque. C'est vrai, les Congolais ne connaissent pas beaucoup sur la question de la banque, surtout ceux qui n'ont pas fait l'économie comme nous autres. On a parfois des problèmes à comprendre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette question des banques? On parle de 91 millions de dollars qui seraient logés dans une banque privée au lieu de la banque centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes simples le fonctionnement de cette histoire? Bon, moi je dirais que le pays a plusieurs sources donc de revenus ou de recettes. Ces recettes doivent être centralisées dans un compte qu'on appelle le compte général du Trésor. Et ce compte général du Trésor, il est tenu par le gouvernement sur les livres de la Banque centrale. En théorie, toutes les recettes de l'État, tout le cash de l'État, tout l'argent de l'État doit être gardé dans ce compte-là. On appelle ça le principe de l'unicité des comptes. C'est-à-dire, il ne peut y avoir qu'un seul compte du Trésor qui rassemble toutes les ressources de l'État et maintenant, à travers le mécanisme d'allocation budgétaire, la caisse qui est donc la Banque centrale, va pouvoir dépenser en fonction donc des allocations budgétaires décidées par le Parlement. Si on a dit qu'il y aura 1 million de dollars qui vont aller au ministère de la Santé, on décaisse en faveur du ministère de la Santé progressivement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il semble qu'il y a beaucoup de comptes tenus dans les livres de la banque, dans les livres pas de la Banque centrale, mais des banques commerciales, qui ramassent les recettes de l'État à l'insu même de l'État et à l'insu donc de la Banque centrale. Donc, il est difficile de connaître donc la situation financière exacte de l'État en temps T, par exemple. Si on veut connaître ce pays a combien d'argent pour faire face à cette crise, à cette pandémie aujourd'hui, il faut prendre du temps pour faire la réconciliation donc de tous les comptes bancaires dans lesquels l'État donc maintient donc des réserves donc dans ces différentes banques commerciales, mais également la Banque centrale. Moi, je suis partisan de ce qu'on respecte le principe de l'unicité des comptes, qu'on laisse la Banque centrale avec le seul compte dans lequel on doit loger toutes les recettes de l'État et que, à partir de ce compte-là, l'État soit en position de pouvoir faire des allocations à tel ministère, à telle dépense, ainsi de suite. C'est comme ça que ça doit donc marcher. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez donc le département du Trésor, le département des Finances. Il n'y a que ce compte-là du département du Trésor qui ramasse toutes les recettes donc, du pays, qui centralise tout l'argent du pays, et en ce moment-là, on peut payer les différentes factures en fonction des allocations décidées par le Congrès. Alors, c'est vrai que cette question, elle est assez difficile. Je reviens sur deux petites questions avant de rentrer dans le coronavirus directement. Aujourd'hui, M. Noël Tiani, président de la République, les 100 jours, qu'allez-vous faire? Les 100 jours. Vous allez aussi faire les 100 jours comme l'a fait le président Félix Tshisekedi? Bon, je ne voudrais pas, chacun des individus est différent. Chacun peut voir les choses différemment pour mettre l'accent sur ceci. Moi, j'ai toujours considéré que dans les 100 jours qui allaient suivre, on n'allait pas aboutir aux changements fondamentaux de comment la RDC, parce que nous avons des problèmes structurels et institutionnels qu'il faut corriger, il faut y aller avec méthode. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'étais réaliste. En disant aux Congolais, vous savez quoi, n'attendez pas de moi de vous délivrer des résultats donc dans les 2 semaines, dans les 100 jours qui vont venir. Accordez-nous, moi et mon équipe, une période de temps. Et j'ai demandé une période donc de 15 ans. Pas que j'allais rester au pouvoir pendant 15 ans, une période de 15 ans pour fondamentalement changer la façon dont le Congo est structuré et fonctionne. D'où le sens donc, du plan Marshall à mettre en œuvre sur une période donc, de 15 ans. Et une fois que vous commencez les histoires de 100 jours, ça veut dire donc 3 mois. En 3 mois, vous pouvez donner quelques signaux. Et je pense que ce président a donné des signaux positifs pendant les 3 mois. Les signaux positifs étaient lesquels? La libération de tous les prisonniers politiques, la libéralisation de l'espace des médias pour que des gens comme moi puissent passer à la RTNC ou dans d'autres médias publics et parler comme ils veulent. Il a ouvert les frontières pour que les exilés politiques qui étaient à l'extérieur puissent donc rentrer en paix et ils vivent tous donc dans leur pays. Il a en quelque sorte donc dit aux Congolais, sentez-vous libres, les Congolais de la diaspora, vous pouvez rentrer dans votre pays. Donc,
C'est ça la le rôle du gratuité chef de de l'État. l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Bon, ça c'était une mesure structurelle qui demandait un peu plus de réflexion que ça. Donc les signaux dans les 100 premiers jours, moi je les voyais positifs donc, dans ce cadre-là. Mais maintenant, des changements réels à opérer dans le système de gouvernance. Ça demande donc des réformes institutionnelles, des réformes structurelles. Est-ce que pour changer les GoPass, ça demandait ça aussi? On a fait 10 ans à payer les GoPass, mais nos aéroports ressemblent toujours à des petits hangars. Et il faut faire un tour à Béni, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une route, c'est la route de certaines routes dans certains pays sont beaucoup mieux construites que certaines pistes d'aéroports de nos avions. Je ne voudrais pas justifier la lenteur dans les actions au niveau de la présidence de la République. Moi, il y a des choses que je pouvais approcher avec beaucoup de rapidité, beaucoup de brutalité. Donc, certaines choses ne demandent qu'une décision du chef de l'État. Qu'on connaisse, donc, on connaît tout le monde ce que nous faisons avec le GoPass. Au lieu de le supprimer, j'allais simplement donc demander où va l'argent. Et que cet argent soit mis dans un compte qui va être utilisé immédiatement pour pouvoir construire des infrastructures, telles que la construction des nouveaux aéroports. Je voudrais donner un exemple. Pardon. Vous aurez pu faire ça, on dit qu'il faut faire ça maintenant. Oui, comme ça ou... voilà. Oui, d'accord, très bien. Donc, j'étais impliqué dans un programme de réformes économiques au Sénégal. Et au Sénégal, nous avions volontairement préparé le gouvernement à avoir une bonne notation auprès des agences de notation telles que Standard & Poor's, Fitch et d'autres, Moody's, et d'autres agences de notation. Une fois que le Sénégal a obtenu cette note-là qui était mauvaise au début, on a fait certaines réformes avec l'idée que année après année, ils vont améliorer leur note. Et ils ont amélioré la note progressivement. Maintenant, une fois que la note était bonne, acceptable, on a lancé des emprunts obligataires pour lever des ressources sur les marchés, pour utiliser ces ressources-là, pas pour la consommation, construire donc des autoroutes avec péage ou construire donc des nouveaux aéroports qui vont générer donc des revenus parce que chaque compagnie aérienne va passer par là, utiliser l'aéroport, payer pour cela, et cet argent aller dans un compte escroc, et on utilise cet argent à la fin du mois ou de chaque trimestre pour rembourser le prêt qui a été contracté. C'est le même système avec le péage en quelque sorte. Et allez voir l'aéroport au Sénégal. C'est un aéroport moderne, mieux que l'aéroport Charles de Gaulle Étoile donc à Paris. Donc moi je pense qu'avec le système de GoPass que nous avons aujourd'hui, c'est une taxe en quelque sorte qu'on a mis sur tous les passagers. Si cette taxe est utilisée correctement, on pouvait construire donc le meilleur aéroport en Afrique, en Djili ici. Mais nous avons une mauvaise gestion de cela. Et d'ailleurs, je suis choqué de voir quand vous arrivez à l'aéroport, je dois voyager, on me demande d'aller payer le GoPass. J'y vais en tant que tout citoyen et je paye le GoPass où? À la Robank, une banque indo-pakistanaise. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de concevoir le développement et de l'exécuter. Je voudrais que nous puissions retourner aux fondamentaux, qu'on puisse repenser. Est-ce que le Congo tel qu'il est structuré et fonctionne, ça peut nous amener au développement? J'ai peur qu'actuellement, c'est non. C'est pour cela que j'invite encore tout le monde. Revenons au plan Marshall. Je vous propose une vision de développement capable de sortir le Congo du sous-développement, d'en faire un pays émergent avec des méthodes et des changements structurels importants donc à faire pour que nous puissions avoir un pays qui fonctionne normalement. Avez-vous remis une copie du plan Marshall au président de la République? Oui, il a une copie. Depuis quand? Oh, il venait à peine d'arriver au pouvoir. Hein. Je l'ai rencontré dans les 2-3 semaines qui ont suivi et je lui ai remis donc la copie, les différents livres du plan Marshall. Donc il a ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, ça, je ne peux pas entrer dans ça à la télévision, mais je lui ai remis et moi, je pense qu'il les lit ou il en fait usage utile. C'est tout ce que je sais. J'ai fait mon travail de citoyen. Et vous pensez qu'il va prendre, il était, comment on dit, le terme m'échappe. Vous pensez il avait bien accueilli le livre en question? Non, moi je pense oui. Il était très réceptif, il m'a dit merci. Voilà, oui, il était réceptif, il a trouvé que c'était ma contribution à la République et je crois que ce qu'il a fait de mon plan, il le fait aussi cela avec d'autres propositions que d'autres citoyens congolais qu'il rencontre lui donnent. C'est tout à fait normal en tant que chef de l'État. Vous avez 100 millions de personnes, chacun vient avec ses idées, vous devez être réceptif à ça et je pense qu'il était réceptif. Alors aujourd'hui, parlons-en. Le président s'est adressé hier à la nation. Il a parlé pendant 7 ou 8 minutes, si je ne me trompe pas, où il a fait un discours qui était bref, qui était concis et assez précis, où il parlait des mesures, des précautions appropriées pour la lutte contre cette pandémie. Il commence le discours en disant que l'heure était grave et qu'on était dans c'était une crise sanitaire internationale. La grande question,
Comment vous avez analysé le discours du président? Un président qui a peur, un président prévoyant, alarmant. Comment vous avez trouvé le discours? Non, moi j'ai trouvé le discours était très bien. Il était à la hauteur des inquiétudes que la population congolaise donc ont à cause donc de cette pandémie. Et déjà l'habillement du président, ça montrait bien qu'il était en guerre contre quelque chose. Il était en guerre contre une pandémie. Donc ce n'était pas un président venu en cravate, costume, front serré, très sérieux. Je pense qu'il était sérieux. Oui. Il a pris la dimension donc de cette crise-là et c'était le ton qu'il fallait, l'habillement qu'il fallait, la présentation qu'il fallait. Et moi, personnellement, vous savez que depuis 3-4 jours, j'alarme tout le monde sur Twitter en disant qu'il faut prendre des mesures et beaucoup des mesures que le président a annoncées hier sont les mêmes mesures que j'avais proposées donc dans mes comptes donc Twitter. Donc vous étiez en une sorte d'unité d'esprit. Unité d'esprit, je pense que c'est bon. Il y a juste peut-être 2-3 choses que j'aurais souhaité, mais c'est au niveau peut-être de la mise en œuvre ou bien de la clarification qu'il faudrait. Aussi, il y a des mesures complémentaires à prendre. En ce qui concerne donc l'interdiction des vols qui viennent de l'extérieur. C'était des pays risqués ou des pays infectés. Je crois que le président a dit exactement ce que moi j'avais proposé d'ailleurs, mais avec une certaine variance. C'est quoi? C'est qu'il faut qu'on interdise l'arrivée de ces nouveaux passagers qui viennent de l'extérieur, qui viennent des pays. Moi j'avais dit d'une façon globale, qui viennent des pays d'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, qui viennent d'Asie. Il faut qu'on interdise donc les vols qui viennent même des États-Unis. Il faut interdire donc les vols des passagers qui arrivent ici avec ça. Et qu'on interdise aussi les bateaux qui viennent donc de même provenance. Maintenant, il faut faire une distinction parce qu'il y a des vols de passagers et des vols de cargo. Il a parlé des cargos et les fret. Je suis totalement d'accord avec le chef de l'État parce que ça nous permet de continuer à importer des biens de consommation, de survivre pour ne pas mourir de faim à cause donc, de la fermeture donc, des frontières. Donc ça, c'est très bien pensé. Maintenant, en ce qui concerne donc, les attroupements, on a interdit plus de 20 personnes et je salue cette mesure-là. Je voudrais d'ailleurs aller plus loin que ça, parce que, par exemple, le système de transport, nous avons les bus, on les appelle les fula-fula. Oui, Gilbert Kankonde a parlé de 10 pour un minibus. Moi, je voudrais, en fonction donc de la taille de chaque bus, je voudrais simplement que, quand les gens montent dans les bus, que chacun ait son siège. Une fois que tous les sièges sont pris, personne ne doit rester debout. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une mesure complémentaire qui clarifie ça. 2, pour ceux qui prennent des taxis. Je vois parfois des taxis remplis des gens à craquer. Je crois que dans un taxi, on peut avoir 2 personnes derrière, dans les sièges derrière, une personne à côté du chauffeur. Donc, 3 personnes maximum. Au-delà de ça, maintenant, les motos, parce qu'il faut penser à tous ces détails-là. Je vois une moto avec le motocycliste qui transporte 4 ou 5 personnes sur la moto. Et ces personnes sont en train de respirer. Ils sont collés, quoi. Ils sont collés. Moi, je voudrais qu'on soit strict. Donc, on peut avoir un motocycliste, mais il faut que la moto ne peut transporter qu'une seule personne. Et les 2 avec des casques. Et tout le monde doit avoir donc les casques. Et donc, je crois que si on fait ces mesures complémentaires, on va pouvoir sauver donc notre population. Et l'église alors? L'église. Les églises, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis catholique pratiquant. Donc, quand je m'en vais dans mon église, on prie, chacun donc est assis sur un banc. Mais je suis tout à fait d'accord que l'attroupement des personnes, ça crée des possibilités donc de contagion. Et par conséquent, il faut fermer les églises. Alors là où on tire sur lui, les gens disent que le président le fait, mais le président laisse tomber les banques, il laisse tomber le marché, il laisse tomber le transport. Il aurait pu prendre les transports aussi et les marchés. Alors comment ça allait se passer? Oui, j'arrive. Déjà, je voudrais terminer avec le déplacement à l'intérieur. D'accord. Jusqu'à présent, le virus est concentré à Kinshasa. Donc, ce sont des gens de Kinshasa qui vont à l'intérieur, qui peuvent amener le virus et aller contaminer les gens là-bas. Il faut prendre des mesures. On a dit le contrôle. Mais si on contrôle quelqu'un aujourd'hui qui est en bonne santé, il arrive demain en province, 14 jours après, donc il est malade, il aura déjà contaminé donc, les gens. Donc je ne sais pas s'il faut carrément qu'on puisse fermer aussi pendant une période d'un mois. Mais ça devient très, très grave. En quelque sorte, on met en quarantaine Kinshasa. Donc pendant une période, pourquoi pas. Donc il faut laisser la même procédure, laisser les frais aller, les objets peuvent exactement faire le déplacement, donc, pas les je pense qu'il faudrait que nous puissions penser davantage parce que nous sommes un grand pays comme un sous-continent. Si on laisse les gens simplement se déplacer comme ils veulent, je pense qu'on peut créer une crise sanitaire
beaucoup plus grandes que ce qu'on peut gérer donc au niveau de Kinshasa. Alors le marché, Les marchés, et les banques, effectivement, et le travail. les marchés, déjà, est-ce que nous avons des marchés? Parce que quand je m'en vais à Zando là-bas, c'est un mouroir en quelque sorte. Les gens peuvent se contaminer non seulement à cause de cette crise, mais on vend des nourritures donc à même le sol et consorts. Comment arriver à créer la distance entre les gens pour qu'il n'y ait pas contagion? Très franchement, je suis incapable de vous offrir donc une solution. Moi, ce que je proposerais, et j'en ai parlé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec certains ministres dans le gouvernement provincial, j'essaie de monter un projet pour construire des marchés publics, 4 ou 5 marchés publics dans la ville de Kinshasa, un tout petit peu en dehors de la ville, pour que des marchés qui seraient 5 fois plus grands que le marché central que nous avons aujourd'hui, mais des marchés modernes. Avec le marché central à environ 15 à 20 000 places, je voudrais qu'on puisse concevoir la construction des marchés de 100 000 places, des nouveaux marchés où chaque personne aura des stands, c'est-à-dire donc une table où il veut vendre des marchandises. Comme ailleurs. Oui, comme ailleurs, comme à Dubaï par exemple. À Dubaï, ils ont juste fait ça à ciel fermé. Oui, c'est tout. Ici, on peut le faire à ciel ouvert, même avec des pavillons. Je crois que c'est ça que nous devons faire. Pourquoi? Parce que laisser des gens vendre donc au marché central, donc dans les rues, les conditions sanitaires ne sont pas là. Donc aujourd'hui, on a la crise donc Corona. Demain, on peut avoir une autre crise qui provient du fait que les gens vivent dans des conditions sanitaires. La promiscuité, elle est de telle sorte que c'est compliqué. Alors que dites-vous des boîtes, des bars-restaurants, des cafés? Il faut les fermer. Il a fermé aussi. Oui, donc c'est très bien. C'est très bien de fermer les boîtes de nuit et les bars et les restaurants? Je ne parle jamais dans les boîtes de nuit, donc qu'on les ferme même pour toujours, ça ne me dérange pas. mais il y a un autre élément, le deuil par exemple. On a donné l'itinéraire de la morgue à la petite chapelle et de la chapelle au cimetière. Je crois que c'est une bonne décision. Mais pourquoi ça doit être ça d'ailleurs? Mais pourquoi ça ne doit pas être comme ça pour toujours? Moi, ça ne me dérangerait pas que certaines des mesures qui ont été prises restent comme ça pour toujours, pour la santé de la population et puis l'ordre un tout petit peu dans la ville. Ça ne me dérangerait pas que ces mesures-là, par exemple pour les religions, je suis croyant, mais ce que nous voyons dans le secteur des religions dans notre pays est désolant. Donc, qu'on ferme ces églises-là et qu'on ait même un processus de pouvoir accréditer de nouvelles églises en fonction des nouvelles conditions. Par exemple, pour qu'une église puisse être acceptable, il faut qu'elle ait des infrastructures telles que des bâtiments sonorisés pour que quand les fidèles sont à l'intérieur en train de chanter ou de crier ou de prier, qu'il n'y ait pas donc de bruit dehors chez les voisins. Donc il faudrait que nous puissions bâtir sur les mesures qui ont été prises pour améliorer donc l'environnement dans lequel nous vivons. Le président parlait des mesures impopulaires. Est-ce que vous pensez que c'est des mesures impopulaires aussi? Bon, quand j'ai entendu ça, j'avais eu l'impression que le président a peur de l'impopularité. Oui. Moi, je vous dis que quand vous êtes président de la République, il y a des choses populaires que vous pouvez faire. On les appelle des choses populistes. Mais il y a des choses aussi impopulaires que vous devez faire pour remettre le pays sur les rails. Et si elles sont impopulaires, mais qu'elles nous amènent donc à avoir une meilleure société que celle que nous avons, il faut le faire. Et c'est à lui donc de prendre ces décisions-là. Le président parlait de quelque chose de fond. Il a parlé de crise, de la menace de l'économie. Il a parlé de rupture de stock. À quoi il voulait faire allusion? Non, mais c'est tout à fait vrai. Si on interdisait, notre pays, c'est un pays qui dépend des importations. Et tout importé littéralement, y inclut la nourriture que nous avons. Allez simplement dans les petits marchés, vous allez voir. J'ai acheté hier donc, les sacs de semoule. Je suis allé pour voir parce que j'essaie de connaître les prix des denrées alimentaires et consorts. Et quand nous sommes allés dans le magasin, j'ai demandé, ces sacs-là, ils viennent d'où? On m'a dit ça vient de l'Angola, de la Zambie, d'Afrique du Sud, de la Thaïlande, de ceci. J'ai demandé, mais vous n'avez pas de farine congolaise ici? Il a fallu qu'ils aillent chercher pour trouver un sac de farine congolaise. Donc, moi, je crois que parce que nous dépendons des importations, si on ferme simplement les frontières aveuglément, on aura à faire face à la crise de coronavirus, mais on va créer une autre crise, qui est la crise donc des famines, et qu'on ne pourra pas gérer. Donc, il y a cette menace-là, mais je souhaiterais maintenant qu'on tire les conséquences de tout ceci. Le Congo, c'est un grand pays qui doit produire pour sa consommation. On peut prendre avantage de cet événement malheureux pour maintenant relancer la production intérieure. Pour que nous puissions, mais bien sûr qu'on puisse mécaniser l'agriculture. On peut mécaniser l'agriculture. On avait importé des tracteurs donc, dans le passé qui pourrissaient dans les jardins donc, des gouverneurs des provinces et consorts, qu'on trouve des mécanismes pour que ces gens de tracteurs-là soient mis à la disposition donc, des producteurs, soit dans des systèmes de
coopératives, soit dans les systèmes où on loue ces tracteurs. On peut créer une compagnie de leasing qui prend ces tracteurs, qui les loue à tous les producteurs qui veulent donc les utiliser. Mais qu'on relance la production intérieure, qu'on mécanise l'agriculture, l'élevage, la pêche, nous allons produire notre propre nourriture et nous allons moins dépendre donc des importations donc, qui viennent de l'extérieur. Ça va réaliser deux objectifs. Nous aurons la nourriture en permanence que nous contrôlons, mais deux aussi, ça va créer des emplois pour les populations parce qu'il faudra produire en employant donc des Congolais. Mais trois aussi, ça nous épargne donc de trouver des devises étrangères pour acheter à l'extérieur. Ça va même générer des devises étrangères parce que la production que nous avons, on peut la prendre, la vendre à l'extérieur, gagner de l'argent, ramener ça donc ici au Congo. Ou si on ne vend pas ça à l'extérieur, le fait que nous n'importons plus à l'extérieur, nous consommons ce que nous avons produit. En ce moment-là, l'argent qu'on utilisait avant pour acheter des choses à l'extérieur, on peut l'utiliser pour autre chose. On a terminé cette émission, M. Noël Tiani. Je voudrais m'offrir encore peut-être 2, 3 ou 5 petites minutes afin que nous puissions faire avec vous une petite analyse comparative. Vous venez de la Corée, vous avez dit. La Corée du Sud. La Corée du Sud, vous avez longtemps vécu aux États-Unis. Vous avez été appelé à intervenir dans le développement de beaucoup de pays africains. Moi, je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui fait que ce pays ne se développe pas? Est-ce un problème d'hommes? Un problème de système? Avons-nous une panne d'imagination? Qu'est-ce qui se passe pour que notre pays ne se retrouve pas? Je dirais qu'il y a tout ce que vous avez mentionné fait que notre pays ne se développe pas. Donc je pourrais me résumer en disant qu'il y a 4 ou 5 choses que nous devons faire pour que le Congo puisse se remettre à la place. Un, nous avons besoin d'un bon leadership. Et quand je parle de leadership, je ne vois pas simplement un individu, parce que les gens ont tendance à penser que je parle du président de la République. Un leadership, il est collégial, il est collectif. On a plusieurs institutions. Tous ceux qui sont à ce niveau-là, doivent avoir non seulement les compétences, mais avoir la vision et partager la même vision. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Au niveau du leadership, au sommet de l'État, on n'a pas la même vision. On a des gens du FCC qui font ce qu'ils ont toujours fait. On a d'autres personnes qui viennent avec d'autres idées et ils passent leur temps à s'insulter donc à la télévision et consorts. Donc nous avons besoin d'unifier le leadership pour que tout le monde regarde dans la même direction. Deux, nous avons besoin de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je voudrais saluer une décision qui a été prise hier par le chef de l'État. La désignation de M. Muyembe, Dr Muyembe, pour diriger cette équipe de riposte contre Ebola. Voilà, pour une fois, on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Imaginez si on avait mis Noël Tiani là-bas pour diriger la riposte contre Ebola. Je ne connais rien donc dans ce domaine-là. Je ferai un mauvais travail par rapport à Dr Muyembe. Donc, en mettant quelqu'un qui l'a fait et qui a prouvé ailleurs qu'il avait de l'expérience pour gérer des ripostes contre des maladies, donc des pandémies de ce genre-là, je pense que toute la population congolaise devait saluer ça. C'est une très bonne décision. On a commencé, moi je pense, la politique de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, de méritocratie dont on a parlé. Je voudrais encourager le chef de l'État à poursuivre cela maintenant dans tous les domaines, dans tous les secteurs. 3, je veux sincèrement qu'on investisse dans les ressources humaines. Les ressources humaines congolaises ne sont pas de bonne qualité. Nous sommes 100 millions de Congolais, mais si vous faites l'inventaire dans les 100 millions de Congolais, vous allez trouver peut-être qu'il y aura 1 million de personnes valables. Non, la main-d'œuvre, elle n'est pas qualifiée. La main-d'œuvre n'est pas qualifiée, n'est pas éduquée, n'est pas orientée, elle n'a pas de moralité. Il y a toute une série de choses. Pas de repères, rien du tout. Pas de repères. Donc, il faut encadrer les gens, mais investir massivement dans le système éducatif. Investir, ce n'est pas simplement la gratuité. Parce que je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Si on continue avec la gratuité telle qu'elle est aujourd'hui, ça va aboutir à ce que j'appelle un fiasco national. Il n'y a pas de mesure d'encadrement. Il n'a pas été bien réfléchi. On a annoncé une décision et on se retrouve aujourd'hui pas de moyens pour pouvoir accompagner cela. Donc, donc la gratuité bouffe la qualité et on est perdu. Voilà. Donc on n'a pas amélioré. L'objectif doit être d'aboutir à des ressources humaines de qualité. Mais tel que nous sommes partis, je ne crois pas qu'on puisse aboutir à cela. Donc il faut repenser toute la stratégie des mesures d'accompagnement et consorts. Donc l'investissement dans les ressources humaines est très important. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, on a besoin des gens bien nourris, bien éduqués, mais bien entretenus à travers le système de santé. Et le tout, je pense que nous avons tout à faire donc, dans ce domaine-là. 4, nous avons besoin d'avoir des institutions. Mais des institutions qui sont solides, pas des institutions qui se tirent dans des pattes inutilement. On a besoin d'avoir, par exemple, je donne un exemple. Chaque fois qu'on a un nouveau Premier ministre, on a un nouveau gouvernement avec autant de ministres qui sont différents du gouvernement antérieur.
Mais pourquoi nous devons inventer la lune chaque fois? Nous avons aujourd'hui 67 ministres. Ça sert à quoi cette histoire-là? 67 ministres. Pourquoi ne pas adopter une structure gouvernementale qui est constante, qu'on ne va plus changer? Par exemple, 25 ministres maximum et chaque ministre responsabilité. S'il faut le faire accompagner des assistants ou des ministres délégués ou de directeurs qui peuvent donc travailler avec le ministre, il faut le faire. Mais 67 ministres, je ne sais même pas si on a des infrastructures pour abriter tous ces ministères-là, pour que tout le monde donc puisse fonctionner. Je ne peux pas mentionner les ministères, mais je suis allé dans certains ministères, c'était comme des salles de bain. Donc c'est vraiment dégueulasse. Il faut changer les choses. Avoir donc une structure organisationnelle qui est constante et nous allons nous mettre donc à travailler en gardant ces structures-là pour toujours. Au-delà de cela maintenant, la vision. Quelle est la vision qui anime les Congolais? Est-ce que les Congolais savent pourquoi ils travaillent? Moi, je vous propose le plan Marshall avec des objectifs clairs. Quels sont les objectifs? Nous sommes un pays sous-développé. Nous voulons devenir un pays émergent, un pays développé. En combien de temps? En 15 ans. Nous avons aujourd'hui un produit intérieur brut le plus bas de la planète, c'est-à-dire le niveau de vie de la population dégueulasse. 458 $. Je vous propose donc de travailler pour réaliser 15 000 $ en l'espace de 15 ans. C'est possible. Maintenant, nous avons les salaires des gens qui ne reflètent pas. Tout le monde qui travaille au Congo n'est pas payé correctement. J'ai entendu même des salaires des magistrats, des policiers, des personnes qui ont la possibilité de voir les ressources de l'État passer donc devant leurs mains tous les jours. Mais ces gens sont payés 100 $ ou moins de 100 $. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas tentés de pouvoir détourner les fonds publics? Introduisons un système de salaire minimum garanti. Moi, je propose encore 1 000 $ par personne, par mois. Et c'est faisable. Si on est sérieux dans la lutte contre la corruption, on va mobiliser l'argent suffisamment pour payer tout le monde le salaire que je propose. Et en ce moment-là, les gens seront contents et on va leur demander des comptes, la redevabilité. Vous avez 1 000 $ par mois et vous ne venez pas au travail pendant un jour sans autorisation, vous êtes dehors. Et ainsi de suite. Donc, nous devons restructurer donc le système de l'État pour qu'il fonctionne mieux. Et enfin, au-delà donc de la vision qui sera très claire, que tout le monde doit comprendre. C'est pour ça que j'ai fait des présentations du plan Marshall. Je m'en vais dans des universités. J'étais la semaine dernière donc à l'Institut supérieur. L'Institut Il faudrait qu'on en fasse un débat. Non, c'est parce qu'on m'a volé tous les livres, vous savez bien. Donc je suis en train de me débattre pour avoir d'autres copies qui vont venir et je vais vous les donner. Mais en plus de cela, je cherche de republier le plan Marshall à partir de la RDC. Le plan Marshall mis à jour et on aura des copies produites ici en RDC qui seront disponibles donc à tout le monde. Mais au-delà de cela maintenant, au-delà de la vision, je crois qu'on a besoin de mentalité. Il ne faut pas que les gens puissent penser que le développement de ce pays va se faire à partir d'un individu. Il faut que tout le monde s'implique. Le chef de l'État, il a le rôle de mobiliser les ressources, mais il n'a pas le rôle donc d'aller développer donc tous les secteurs, aller faire le travail quand les Congolais ne veulent pas travailler. Pouvons-nous croire encore en lui pendant ces 4 ans? Gardons l'espoir ou il est question maintenant de le perdre? Mais le mandat est de 5 ans. De 5 ans, oui. Il faut travailler avec lui jusqu'à la fin donc, de 5 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'a fait que commencer. À partir de quand on peut désespérer? Pardon? À partir de quel moment on peut désespérer? Bon, je ne voudrais pas entrer donc dans à dire autant de moi, il faut commencer à désespérer. Il faut garder l'espoir. Moi, je suis un homme très optimiste. Il faut garder espoir. Si ça ne marche pas, il faut le lui dire. C'est pour ça qu'au lieu donc simplement de critiquer, de danser, d'insulter, moi j'ai choisi une voie. Suivez-moi sur Twitter. C'est le meilleur moyen de communiquer aujourd'hui. Quand j'ai des idées, je les propose et je copie. Je fais @Fachi13, je crois. Et j'ai même mes idées. C'est comme ces idées pour lutter contre Corona. Aller sur mon Twitter, pendant 3-4 jours, j'ai attiré l'attention. Et j'ai même attiré l'attention en disant le président doit s'adresser à la nation. Et il doit le faire dans les 48 heures. Et voici les mesures qu'il doit considérer. Je suis honoré et content de voir que non seulement il s'est adressé à la nation, comme je l'avais demandé, mais en plus de cela, beaucoup de mesures que j'avais proposées, il les a annoncées. Je ne dis pas qu'il a copié chez moi. Mais simplement, il y a une coïncidence qui fait que nous avons les mêmes idées et il faut donc aller de l'avant. Pourquoi vous ne travaillez pas à la Banque nationale? À la banque, comment on dit, c'est la Banque nationale, c'est ça? Centrale. La Banque centrale. Travailler? Oui, travailler, gérer la Banque centrale, pourquoi pas? Ben, on n'arrive pas à la banque. Vous pensez que je peux juste me réveiller matin? Vous êtes l'auteur de cette monnaie que nous avons aujourd'hui. Oui, d'accord. On vous a volé la paternité de ces francs congolais. Oui, mais on veut bien. Vous en êtes le père. Donc, vous connaissez votre fils, comment il vit, comment il évolue. Est-ce qu'il est maigrichon? Est-ce qu'il souffre de quoi? Je peux vous assurer que si on me demandait de faire cela,
je ferai un travail de qualité. C'est-à-dire que je redonnerai au peuple congolais la monnaie dont il serait fier. Et ça, je sais que je peux le faire, mais ce n'est pas à moi de me désigner pour aller diriger la Banque centrale. Il y a des gens qui ont le pouvoir de nomination. Et ces gens-là, ils sont souverains dans leur prise de décision. Mesdames et messieurs, il y avait tellement une question encore, une autre question à poser, mais je crois que si je la pose, on va vider encore une fois le temps. C'était par contre par rapport à ce communiqué conjoint qu'on a eu à faire, cette image qu'on donne au président de la République qui serait très allié à Kabila, qu'il faut qu'il le rencontre souvent, et quand il le rencontre, on parle de deux personnalités. Est-ce que vous pensez que ça fragilise le président de la République, ça les diminue, ou c'est normal qu'on fasse comme ça? À chaque fois qu'ils se rencontrent, qu'il y a le directeur de cabinet qui lit un communiqué mettant les deux au même pied d'égalité? Bon, moi, je ne connais pas leur histoire là. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le président de la République doit être souverain, libre de faire ce qu'il veut, et il a ce pouvoir-là. Toute autre personne qui pense qu'il est au même pied d'égalité que le président, il se trompe. On a dans ce pays, on a dans ce pays un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi et un ancien président qui appartient au passé, qui s'appelle Joseph Kabila. Pourquoi vous dites qu'il s'appelle Kabila? Vous ne le supportez pas, on dirait. Non, ce n'est pas que je le supporte, mais c'est ça la vérité. Les Congolais doivent apprendre à dire la vérité. On n'a pas de président ici. On a un seul président, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui nomme, c'est lui qui a fait le discours à la nation hier. Hier, vous pensez que les 100 millions de Congolais attendaient le discours de Joseph Kabila? Non, c'est parce qu'il n'est pas président. Mais Kabila est qui alors? On dit celui des fous. Non, c'est un ancien président. C'est comme aux États-Unis, par exemple, quand on parle de Jimmy Carter. C'était un ancien président. On le respecte en tant qu'ancien président. Mais il ne faut pas qu'il pense qu'il doit être associé à la prise de décision pour la gestion du pays. Il a eu son temps, 18 ans. Et il nous a délivré le Congo que nous connaissons. Donc, maintenant, au-delà, il faut laisser les autres libres de pouvoir faire ça. S'il n'a pas compris ça, c'est qu'il est devenu un problème pour la République. Et je ne voudrais pas que nous puissions aller dans ce sens-là. Nous l'invitons à pouvoir rester dans son palais à Kingakati, à enjoy, comme on dit donc en anglais, sa retraite dorée, et maintenant laisser les autres fonctionner. Le Congo ne peut pas être lié donc à la vie d'un seul individu. Sa place, c'est là ou en prison, selon vous, si vous étiez président? Si j'étais président, je ne crois pas que ce soit utile de spéculer. Si on lui reproche des choses, la justice doit s'en occuper, ce n'est pas le travail d'un président de la République. Je vous trouve assez hésitant sur la question. Non, je réponds avec beaucoup de tact là-dessus. C'est comme tout citoyen congolais. Si moi j'étais président, il serait juste un parmi les 100 millions de Congolais que nous sommes. Si vous faites quelque chose et que la justice doit s'en occuper, elle va s'en occuper. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien à craindre. Pas de garde républicaine. Ce n'est pas à moi. Pas de garde républicaine. Non, je lui donnerai donc des gardes tels que prévu par la Constitution. La Constitution donc dit, je pense qu'il y a une dizaine de gardes qui doivent protéger un président de la République. C'est ça. Je pense qu'il faut respecter la Constitution. Mais pourquoi il aurait besoin de plus que ce qui est prévu dans la Constitution? Il n'y a pas de raison. Et ses collaborateurs, pouvaient-ils voyager sans passeport Les collaborateurs sont des citoyens congolais comme tous les autres. Si, je vous donne un exemple. Vous savez, moi que vous voyez là, j'avais un passeport diplomatique à cause de mes fonctions antérieures. Quand ces fonctions donc sont terminées, j'ai remis le passeport diplomatique. J'ai le passeport ordinaire, je voyage avec. Je n'ai pas besoin donc d'avoir un passeport diplomatique parce que j'ai été ou j'ai fait ceci. Le détenu après le délai, c'est une fraude. Bon, ça, je ne connais pas la réglementation au Congo. Mais tout ce que je dis, c'est que si vous n'avez plus droit au passeport diplomatique, il faut le remettre. Si vous avez besoin donc d'avoir un passeport diplomatique pour des raisons que vous pouvez justifier auprès des autorités compétentes, vous pouvez demander. Mais vous ne pouvez pas garder les passeports diplomatiques parce que vous avez été ministre et vous ne voulez plus donc pouvoir vous en débarrasser. Ça, non. Donc, il faut qu'on ait la réglementation et qu'on respecte cette réglementation. Très bien. Merci beaucoup, M. Noël Tiani. Je rappelle que vous êtes ancien candidat président de la République, auteur de ces merveilleux projets, le plan Marshall. Et aussi, vous avez travaillé longtemps dans les institutions internationales. Vous avez été invité dans plusieurs pays africains pour aider le développement, même aussi au Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous répondez à nos questions. Je dis merci beaucoup. On se retrouve certainement à un autre numéro. Pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis toujours disponible. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que dans le domaine des médias ici, Congo Buzz n'est plus n'importe quel média. Merci beaucoup. Félicitations pour cela. Merci beaucoup, M. Noël Tiani. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement un autre numéro, d'autres invités. À vous maintenant de nous proposer les invités. On est là pour vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.
Merci, docteur. Merci. On ne peut même plus se saluer. Bon, il faut se faire